Bonjour, je suis Vanina Géré, critique d'art. J'enseigne à la Villa Arson, d'où je vous parle. Bienvenue à la causerie, une lesbienne parle à une lesbienne. Bonjour, bienvenue dans le podcast Une lesbienne parle à une lesbienne. Sauf qu'aujourd'hui, à la médiathèque de la Villa Arson, d'où je vous parle, nous sommes 3 lesbiennes. Les lesbiennes, elles se parlent, comme le dit la vidéo Lesborama de Nathalie Magnan, qu'on peut retrouver à l'exposition Magnanrama, en cours au Centre d'art de la Villa. Je rappelle que Magnanrama a pour commissaire Mathilde Belwali, comme scénographe Cécile Bouffard, et qu'on y retrouve, en plus du parcours fascinant de Nathalie Magnan, des œuvres de Cindy Coutan, Chloé Desmoineaux, Ada Lannerd, Body Brim et bien d'autres. Et l'exposition voyagera ensuite au Centre d'art des Capucins à Embrun, puis à Béton Salon à Paris. Ça n'est pas trop mon habitude de faire la publicité ou la réclame pour l'institution, mais quand l'institution met en avant le travail de cette galaxie de personnes si engagées, si brillantes, si chouettes, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Mais revenons ici et maintenant à la médiathèque. Les lesbiennes, elles se parlent. Je suis avec Manon Didier-Jean. Coucou Manon. Coucou. On partage un micro. Tout à fait. Voilà. Et Aniela Piasecka. Coucou. Coucou. Donc Manon est écrivaine et elle enseigne à l'ERG à Bruxelles. Elle est aussi libraire. Et elle intervient cette semaine à la Villa dans le cadre du workshop d'édition fanzine en lien avec le cours La pensée serpentine, culture lesbienne et queer. Aniela est artiste de performance et de mode disciplinaire de chorégraphie, et tu développes des recherches autour de l'expérience somatique et de la chorégraphie de la douleur, du rôle du risque dans la performance et de la recherche biopsychosociale sur les fonctions du corps. Ça, c'est ta bio officielle telle qu'elle figure sur le site de la Villa Arson, où tu es actuellement en résidence jusqu'à mi-mars, et je dois dire que quand tu seras partie, tu vas nous manquer. Toi aussi, Manon. Voilà, vous allez me manquer toutes les deux. Alors, dans le cadre du workshop, Aniela a présenté un projet auquel elle avait participé en 2024. Oui, 2024, qui avait commencé en 2023 et qui se poursuivait en 2024. C'est ça. Et qui a fait l'objet d'une campagne de diabolisation médiatique qui a mené au retrait des subventions publiques que vous aviez obtenues pour le projet, dénoncé par la presse à scandale comme de la pornographie, ce qui est assez commun pour dénoncer, pour exposer, pour empêcher les projets LGBT, les projets queer, les projets lesbiens. Ce qui est un classique, peut-être qu'on va revenir à ça. Donc dénoncé par la presse à scandale comme de la pornographie, le projet avait été épinglé par un lobby explicitement transphobe, For Women Scotland. Je le dis parce qu'il faut connaître le nom de nos ennemis. Voilà, tu nous as présenté ce projet et le déroulé de ce qui s'était passé, et ça nous avait paru trop important pour ne pas revenir là-dessus dans le cadre de ce podcast, dont l'idée a été faite vraiment au pied levé. Et je vous remercie à toutes les deux de vous rendre disponibles pour ça. Voilà, et donc celle-là, c'est tout ce que j'ai écrit. Donc à partir de maintenant, la discussion sera beaucoup plus libre. Et peut-être, Aniela, en fait, moi j'avais envie juste de repartir sur l'espèce de post-scriptum que tu nous avais donné, que j'avais trouvé vraiment super, en disant que selon toi, tu n'avais pas bien conclu la discussion hier avec les étudiants textes, et donc que tu résumais tes sentiments. Est-ce que tu veux bien relire ce que tu m'as envoyé ? Carrément. En anglais, du coup. All this to say that there is value in strategy, thinking and acting strategically to also resist being buried by the effort, that cultivating relationships with workers in the media, in legal organisations, etc. is useful. In Scotland, trade unions are broken, but usually trade unions can come into play too, as you probably know.
I think I also wanted to say that even with ideas that are prevented from working out, it doesn't mean you have to stop thinking and speaking about them. There are important historical parallels here, and queer culture has always had to contend with these issues of morality and censorship. So do not be discouraged. Solidarity efforts exist across geographical and temporal spaces, and there's a lot of energy and resources to be taken from that. Even though the project might not happen in the immediate future, a lot of political organizing and learning about our enemies has happened, and this is valuable nonetheless. And you learn through the struggle. But that doesn't have to mean that you have to be positive about it either or find some sort of silver lining. Defeat is defeat, and it always hurts. If you want to read something that speaks about that, I'd recommend Hannah Proctor's Burnout, The Emotional Experience of Political Defeat. Merci Agnella. Peut-être avant que tu reviennes sur le déroulé succinct de ce qui s'est passé pour ce projet Rain, moi ce que j'ai retenu aussi de ton post-scriptum, c'est cette idée que déjà il y a des choses à retenir de l'histoire des luttes, justement pour élaborer les stratégies, et d'ailleurs ça résonne beaucoup avec l'exposition Magnorama en ce moment qui parle de médias tactiques. Donc il y a cet aspect-là, et donc il y a enfin, vraiment l'idée que il faut continuer à transmettre tous les échecs, tout ce qui a marché, tout ce qui marche pas, et aussi le fait que cette offensive contre les projets de ce type-là, qui sont instrumentalisés et récupérés par l'extrême droite dans le cadre de la panique contre une vision binaire du genre, et pour contrôler les corps des femmes et des personnes sexisées, elle est mondiale. Et j'écoutais pas plus tard que ce matin un podcast qui date de septembre, qui s'appelle « Le masque et la plume dans le cul », qui est un très beau podcast, et qui parle du même type de mésaventure qui s'est passée pour une humoriste de stand-up française qui s'appelle Mao Drama, au sens où de la désinformation a été reliée par les médias traditionnels sans faire de travail de journalisme et sans faire de travail de vérification de l'information. Donc en fait, c'est pas uniquement une question de... Aujourd'hui, on n'est pas juste dans une question de panique morale, comme on pouvait l'être dans les culture wars dans les années 80-90, mais on est aussi dans ce système soutenu par les financements de l'extrême droite de la désinformation. Ouais, complètement. Et je vais arrêter de parler maintenant. Oui, complètement. Et je pense que le contexte de ce projet, c'est l'Écosse, mais il y a des parallèles partout, je pense. Et aussi ce qui se passe dans les médias au Royaume-Uni, et en particulier cette culture de tabloid media, démantèlement des médias qui se passe un peu partout aussi. Ce truc de créer du contenu clickbait ou viral, sans vraiment faire attention à ce qu'on dit. C'est même pas de faire attention à ce qu'on dit, c'est qu'ils s'en foutent totalement, en fait. C'est juste créer du contenu qui incite de la rage aussi, je crois, et comme public outcry. Je sais même pas comment on dirait ça en français. Mobilisation du public, voilà. Et je pense que ce qui est intéressant dans le cas de Rain, ce projet donc de 2024, c'est que ça s'est passé extrêmement rapidement. Il y a eu une publication de la somme d'argent dont le projet avait reçu le vendredi après-midi, je crois. Et au cours du week-end, il y a eu comme un tourbillon sur Twitter, X, voilà, peu importe. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'était que le projet ? Ouais, bien sûr. Oui, avant complètement. Oui, donc c'était un projet qui allait mettre en scène tout un panoplie de sous-cultures sexuelles lesbiennes, et en jouant aussi avec des stéréotypes, pour créer ensuite une installation avec 3 écrans et une forme de projection qui serait menée à bout comme une performance, c'est-à-dire avec
des entrées contrôlées, on suit le parcours du truc, et puis à la fin, il allait y avoir un travail de aftercare. C'est une pratique qui vient aussi des cultures de BDSM, de ce qui se passe après un acte sexuel, par exemple, et comment trouver une transition vers le monde extérieur après avoir traversé quelque chose d'assez fort ou intense. Et ça allait être filmé dans des paysages en Écosse aussi pour, je pense, jouer sur ce truc sur cette question du naturel et injecter un peu des théories un peu en cachette, disons. Voilà, ça allait être réalisé par une artiste écossaise, Leonie Ray Gasson, et avec une équipe dont moi je faisais partie dans un travail dans le rôle de chorégraphe, et avec une équipe qui incluait des intimacy coordinators, 2 intimacy coordinators, a legal witness, like a psychological expert to support the performers, et un cast de lesbiennes, donc de toutes sortes, je dirais. Enfin, vraiment, l'idée, c'était d'essayer de parler à toutes les possibilités sexuelles qui sont possibles sous ce terme, et aussi d'être donc du coup dans un travail de trans-inclusivité, et on a fait appel directement à des personnes travailleuses de sexe et performeuses plus de type disons des arts du spectacle ou de l'art vivant, pour aussi essayer de faire un travail de valorisation du travail du sexe, et de créer des dialogues et des partages d'expériences entre professionnels de différents milieux finalement. Donc voilà, ça c'était un peu le projet. C'était un projet qui était très bordé. Ouais. Et c'était un projet qui avait déjà reçu des financements de Creative Scotland, cette organisation du financement national des arts en Écosse. Et on avait déjà fait un research and development d'une semaine en 2023 avec des tests de possibilités de mise en scène avec 3 performeuses déjà. Et on voulait avoir une compagnie de donc 10 à 15 performeuses au final. Et avec des rôles un peu caméo aussi de toute l'équipe de production. Voilà, on avait déjà fait un test, like a screen test de 9 minutes qui avait été vu par les personnes à Creative Scotland. Et donc, quand on a refait une demande de financement pour ce deuxième Research and Development, c'est là où tout a explosé, je dirais. C'est avec l'annonce publique de la somme d'argent qui avait été donnée qu'il y a eu ce scandale. Donc, c'était de 84 000 livres. Vous avez lancé un appel à toutes sortes de dykes, donc de Gwyn, des bébés Gwyn, des Gwyn trans. Et cet appel, il avait été lancé sur les réseaux sociaux ? Oui, ça avait été lancé sur les réseaux sociaux et sur le site officiel de Creative Scotland. Voilà. Donc, suite à cet appel, dans les 48 heures, si j'ai bien compris, y a des femmes de cette association transphobe
for Women Scotland, C'est ça. qui préviennent les tabloïds qu'il y a des contenus, il y a du porno financé avec l'argent des contribuables, C'est ça. qu'il y a du porno financé par l'argent des contribuables, et c'est à partir de ça que se déclenche la crise. Ouais, exactement. On ne sait pas exactement où est l'origine. Il y a une femme qui réclame que c'est vraiment elle qui a tout lancé, mais elle en est très très fière, je crois, cette femme. Mais oui, il y aurait des actrices, actrices dans le sens acteur en anglais, agents presque, oui, de ces groupes transphobes, For Women Scotland, Women Won't Wished. Il y en a plusieurs et il y a beaucoup de parallèles entre ces deux groupes. Souvent, c'est les mêmes femmes en fait. Oui, elles ont réussi à faire vraiment un scandale terrible autour de ça. Et il y a des partis politiques qui sont rajoutés. Il y a aussi un peu des provocateurs du monde de l'art qui sont rajoutés aussi, des hommes, beaucoup d'hommes. Oui, donc tout a commencé le vendredi après-midi et le long du week-end, ça a explosé. Personne ne s'en rendait compte de l'équipe parce que, évidemment, on regarde pas les trucs de ces mondes-là. Et puis dimanche, Léonie, elle reçoit un mail dans sa boîte demandant un interview. Donc d'un tabloïd, The Sun ou The Scottish Sun, je sais plus lequel c'est. Et elle s'est dit c'est bizarre et elle est allée sur son compte Twitter qu'elle utilisait plus, et puis elle a compris que il y avait un truc terrible qui se passait. Elle a contacté Creative Scotland, comme c'était le week-end, ils étaient pas au bureau. Et elle a voulu les prévenir et dire est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour trouver une stratégie pour contrer ça. Et puis le lundi, elle reçoit un mail. Non, pardon, le dimanche, il y a quelqu'un quand même qui était revenu au bureau pour écrire un petit statement qui disait que il savait pas que le film allait être aussi explicite. Et donc on ne sait pas qui a pris l'initiative de dire ça, mais en tout cas on était foutus quoi. Enfin, à partir du moment où ils ont dit ça dans le domaine public, on a bien compris que ça allait pas marcher. Donc le lundi, quand on a pris rendez-vous avec eux, ils nous parlaient déjà dans un langage légal, il n'y avait pas de discussion, et ils avaient déjà tranché. Donc à partir de ce moment-là, ça a pris peut-être 1 ou 2 jours de plus pour qu'ils retirent l'argent. Et entre-temps, il y a eu une prolifération d'articles sur plein de réseaux, y compris la BBC, qui quand même a une réputation un peu plus sérieuse que d'autres journaux, mais ils ont reproduit exactement les mêmes mes informations, je dirais. Et oui, avec ces citations clés de ces groupes de femmes-là qui sont revenus. Et on nous a conseillé de ne pas répondre à l'appel des journalistes parce que ça allait mettre de l'huile sur le feu. La stratégie PR, c'était de rien dire, que ça allait pas avancer notre cause, que c'était déjà foutu et il fallait attendre que ça passe, en fait. Et ensuite ça a été débattu au Parlement écossais et donc ça en est allé loin quoi, enfin, même au Parlement britannique. Donc ouais, dans le mois qui est arrivé après, c'était un peu comme être under siege, je dirais. Un truc aussi, quand tu nous avais expliqué toute l'histoire autour du projet qui m'avait intéressée, c'est quand tu expliquais le lien. Enfin, pourquoi le Royaume-Uni était un foyer si vif de transphobie et d'où venait l'argent qui justement finançait les lobbies transphobes et enfin, à quel point ça peut du coup justement infuser à la fois la politique mais aussi les médias et du coup aussi la question des représentations des images et des
et des forces d'influence dans l'imaginaire. Enfin voilà. Ouais, complètement. Ben, je pense que ça a commencé en 2018 à vraiment prendre de l'ampleur parce qu'il y a eu une initiative de Nicola Sturgeon, qui était Premier ministre à l'époque, de libéraliser les possibilités d'identification, d'auto-d'identification du genre, en fait. Et elle a vraiment réussi assez longtemps, je pense, à mettre un peu un couvercle sur ces voix transphobes pendant qu'elle était au pouvoir. Bon, il y a plein de trucs pas terribles qu'elle a fait aussi, mais au moins elle a le mérite d'avoir fait ça. Et quand elle est partie, ou quand elle s'est faite éjecter, finalement, je dirais, donc dans les années qui ont suivi, il y avait déjà une résistance donc, dans son propre parti vis-à-vis de elle et ses politiques, donc surtout par des femmes dans son parti, donc des femmes transphobes. Et puis quand elle est partie, ça a vraiment... tout a éclaté, je crois. Et donc oui, il y a une prolifération de ces groupes comme For Women Scotland, Women Won't Wished, qui depuis longtemps organisent des conférences, des espèces de rallyes et qui ciblent des organisations trans-inclusives, dont par exemple Glasgow Women's Library, qui a été vraiment terrorisée par ces groupes de femmes, je dirais, qui sont arrivées à des événements, qui ont créé des problèmes. Et qui sont toujours dans une poursuite de like threatening. C'est toujours dans une démarche de threat, je dirais. Oui, à cause de tout ce truc, de tout ce travail, on a compris dans des groupes d'activisme que elles font vraiment partie elles ont le visage public, disons, de ce mouvement, mais il y a des organisations beaucoup plus néfastes qui ne sont pas dans le domaine public, et c'est souvent des hauts fonctionnaires ou des ex-hauts fonctionnaires ou des conseillères de politique qui font un travail de lobby auprès des partis politiques et du gouvernement écossais, quand même assez impressionnant, je dirais. Enfin, pas que je l'admire, au contraire, mais il y a un travail de ténacité de ces femmes de folie, quoi. Mais beaucoup de ces groupes de femmes aussi, c'est des femmes retraitées, mais qui étaient dans des positions professionnelles quand même importantes avant de prendre la retraite. Et donc il y a aussi ce truc du temps libre qu'elles ont pour poursuivre leur projet de hobby. c'est ça. Donc oui, et puis elles vont vraiment au jugular, l'expression to go for the jugular en écossais, c'est genre un chien d'attaque, quoi, qui te prend par la nuque. Enfin, elle se gêne pas, c'est de suite la pédophilie ou la perversion, être dangereux, être abusive envers d'autres femmes. Enfin, les accusations, ça s'arrête pas, quoi. Enfin... Oui, ce qui est vraiment une terminologie, un langage et des thématiques qui sont reprises par l'extrême droite, par le Vatican, dès qu'il s'agit de s'en prendre à des personnes qui défendent les droits des personnes LGBT, qui défendent les droits des femmes, qui défendent l'éducation des enfants et des enfantes à la vie affective et sexuelle. En France, il y a beaucoup d'associations en fait qui font de la désinformation autour de ce que c'est que l'éducation à la vie affective et sexuelle, qui est quelque chose d'obligatoire dans les écoles en France. Et qui à chaque fois invoque la protection des enfants et des enfantes, alors même que par exemple le Vatican
on le sait maintenant beaucoup, travaille énormément à masquer et à étouffer les affaires de pédocriminalité en son sein. Et en France, il y a énormément d'affaires de pédocriminalité et d'abus des enfants dans les institutions privées catholiques, dans les écoles privées catholiques, les lycées, les collèges privés catholiques, qui sont très peu surveillés en fait par l'éducation nationale, alors qu'ils devraient l'être, alors que les établissements privés musulmans sont constamment surveillés et évalués. Il y en a un qui récemment a perdu son accréditation alors qu'il correspondait vraiment à tous les critères qui étaient exigés par l'éducation nationale. Donc à chaque fois, voilà, les enfants sont utilisés les enfants sont instrumentalisés par des gens qui ne défendent pas du tout leurs intérêts. Oui. Tout à fait, et je pense que j'en parlais l'autre jour, mais il y a un mouvement envers des artistes LGBTQ au Royaume-Uni, en Écosse, de personnes qui travaillent et avec les enfants ou avec du contenu, disons, adulte, avoir différentes parties de sa pratique, ce qui est pour moi tout à fait... normal et même nécessaire dans cette économie aussi, je crois, de l'art, mais de ces personnes-là qui sont vraiment attaquées par ces lobbies et d'autres agents pour justement cette idée de la corruption, like you're corrupting children, si tu as aussi une pratique de drag queen ou drag king, même si ça c'est même pas mis en relation avec des enfants, quoi. Enfin, je veux dire, on va vraiment piocher ouais. Les institutions en Écosse artistiques ont très peur et ne savent pas comment contrer tout ce dialogue, en fait. Je crois que c'est ça qui est clé aussi. C'est qu'il y a personne qui dit c'est n'importe quoi. Il y a personne qui revendique pourquoi ils ont choisi tel ou tel artiste pour faire tel ou tel travail. En fait, souvent, on baisse les bras, on annule les trucs et on dit désolé, quoi. Enfin, il n'y a pas une prise de position suffisamment forte ou même une prise de position, en fait. C'est juste parce qu'elles ont des tactiques d'intimidation très... claires, elles débordent dans ton boîte mail, elles vont te chercher sur tes réseaux sociaux, enfin vraiment ça peut aller loin, quoi, et elles s'arrêtent pas. C'est de l'agression. Oui, complètement. Dans tout ce que tu expliques, ça me fait penser aussi à, par exemple, des choses que je peux travailler moi en tant que libraire dans la littérature jeunesse qu'on peut proposer, où en fait la question c'est toujours de par le changement des représentations ou l'ouverture des représentations dès la jeunesse, en fait, d'ouvrir à d'autres possibles et de permettre potentiellement à des gens de s'épanouir et de sortir de l'ordre établi. Et je pense que tout simplement, ces gens n'ont pas envie de sortir, qu'on puisse sortir de l'ordre établi, de la norme et de s'inventer d'autres perspectives possibles d'existence. Donc en fait, je pense que le phénomène est toujours le même. Ce qui les amène à agresser ou à faire censurer un projet artistique, en plus sans avoir rien vu, c'est juste... Ouais, c'est question de représentation et de nos propres représentations. Manon, est-ce qu'il y a un lien avec ton travail dont tu aimerais parler un peu ? Oui, du coup... Vanina m'a invitée à intervenir dans le workshop, pour son cours notamment, pour une publication que j'ai faite, un fanzine qui s'appelle Stargwin, où en fait j'ai travaillé à la fois graphiquement et dans le contenu pour refaire un magazine de stars comme ceux que je lisais quand j'étais enfant. Donc ça reprend toute l'esthétique des magazines un peu... C'est pas People, mais genre des magazines un peu, voilà, où moi j'allais découper dedans et qu'il y avait des doubles posters à l'intérieur. Et donc ce magazine, en fait, il parle à la fois de l'histoire des fanfictions
et comment c'est apparu justement dans la brèche en fait et les lacunes en fait des représentations au cinéma et dans les séries. Et pourquoi des fans du coup se sont mis à soit faire du fan art ou des fanfictions autour homo-érotiques à chaque fois autour de leur personnage préféré. Donc au début avec Star Trek et puis aussi voilà l'évolution, enfin ça s'est popularisé puis ça a évolué. Et puis du coup c'est entremêlé de textes qui sont plus qui mêlent à la fois du récit et de la théorie autour des questions des représentations lesbiennes notamment et comment moi en tant qu'enfant justement je me projetais dans certaines stars comme Leonardo DiCaprio alors qu'a priori bon voilà. Il y a une esthétique très lesbienne avec Leonardo DiCaprio dans Romeo et Juliette et tout ça, cette époque-là. Cette époque-là, et pourquoi certaines stars sont devenues des icônes lesbiennes, parce qu'il y avait effectivement un pouvoir de projection pour les enfants et les ados, et même adultes, ça marche toujours, hein, mais de pourquoi, en fait, quel rôle ça joue, en fait, justement dans la question des représentations. Et voilà, donc c'est un objet qui est très pop culture, puisque c'est effectivement un peu ce avec quoi j'ai été nourrie, grandie, et qui continue à m'influencer même dans ma culture visuelle et mon écriture. Et puis j'ai aussi travaillé en fait les images, j'ai fait beaucoup de deepfake, et j'ai vraiment essayé de travailler, je me suis interrogée sur justement quel potentiel ou pouvoir pouvaient avoir les outils comme le deepfake pour faire nos propres représentations en fait et pour combler les lacunes des représentations. Voilà, pour aller vite, c'était un peu autour de ce projet-là que j'ai été invitée à du coup donner le workshop ici. Et comment ça marche ce travail de deepfake tu peux expliquer un peu le mécanisme? Ouais, alors j'ai fait ça, du coup, c'était déjà il y a quelques années, donc c'était pas autant développé. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, je viens plutôt du cinéma, cinéma, montage, et je regarde beaucoup de séries. Du coup, je me pose toujours la question de la fabrication des images, et donc des imaginaires. Et donc, je tournais autour depuis un moment de comment utiliser des outils un peu comme ça, assez faciles à utiliser sur son téléphone notamment. Et je voyais qu'en fait, il y avait des gens qui commençaient un peu à s'emparer de ça et fabriquer des nouvelles images. Et en fait, j'ai commencé à faire les miennes où pour Leonardo DiCaprio, qui est devenu Lesbonardo, d'accord. J'ai demandé à un ami trans qui, ressemble un peu, ou en tout cas qui a un peu une même vibe lesbienne, de me prêter son visage. Et du coup j'ai fait vraiment des deepfakes qui fusionnent en fait les visages de Leonardo et de mon ami, puis il y a moi aussi des images dans lesquelles je me suis mis en scène, et j'ai vraiment repris en fait plein d'images, d'affiches ou de vieux posters que j'ai scannés et que j'ai ensuite retravaillé avec du deepfake. C'est un peu comme du copier-coller en fait, finalement, un petit peu. Bah c'est une fusion quoi. Ouais. Mais il y a un peu une logique de collage aussi, non? Ouais. Ben, en tout cas, graphiquement, dans le magazine, j'ai effectivement repris vraiment les codes esthétiques. Et donc de certains numéros existants où je suis vraiment venue scanner, et puis effectivement, après, découper, remplir, refaire certains espaces d'images et de texte avec, des fonds très colorés. Il y avait quand même un peu ce même geste que je pouvais avoir enfant quand justement je découpais, collais, triais, archivais en fait, ou garder dans mes classeurs à thème. Voilà, c'était assez fun. Alors c'est pas un parallèle, mais ça peut boucler la boucle. Parce que dans tout ce que tu racontais en fait sur ce qui s'est passé en Écosse vis-à-vis de ton projet, mais de manière plus globale ce qui se passe au Royaume-Uni, avec les lobbies transphobes, et puis les voix
qui ont beaucoup de place et d'importance dans cette propagation en fait, de transphobie. Notamment, il y a J.K. Rowling. Et pourtant, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, son œuvre, donc Harry Potter, en fait, c'est pas la source la plus populaire des fanfictions, mais en fait, c'est un univers qui est vachement exploité dans les fanfictions. Autant pour des histoires homo-érotiques entre Harry et Drago Malfoy, comme pour des questions de représentation aussi lesbienne ou de personnages racisés, parce qu'il y a beaucoup de fanart ou de fanfiction qui disent qu'en fait Hermione est une fille racisée. Enfin, il y a plein d'histoires. C'est un univers qui est hyper prolifique aussi dans les fanfictions, et il y a aussi des trucs autour des transidentités. Et du coup, je pense que ça fait partie des œuvres où le public, enfin les fans d'Harry Potter, en fait, ne sont pas non plus en accord et sont pas contents. Et du coup, pour les fans d'Harry Potter, les fanfictions, c'est avant l'histoire avec J.K. Rowling et sa transphobie manifeste, c'était déjà une manière de pouvoir se représenter eux-mêmes. Mais je pense que maintenant encore plus, et c'est peut-être pas non plus un geste de résistance, mais en tout cas ça vient résister à des imaginaires uniformes. Oui, alors je pense qu'il y a ce problème des définitions, d'auto-représentation, de vouloir pousser les boundaries de la norme en termes de sexualité et du genre, qui fait extrêmement peur. Et elle voit ça comme de la propagande, je crois, vraiment. C'est genre, elle se croit victime d'une propagande queer, en fait. Tout ce qu'elles disent aussi, c'est genre retourner ce truc de lobby. Elles disent qu'il y a un lobby queer aussi. Mais ça aussi, je trouve que c'est des techniques qu'on retrouve dans l'histoire politique du XXe siècle généralement aussi, je crois. Ce truc de retourner qui est la victime et... Ouais, mais ça marche, c'est ça qui est fou. Moi, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que déjà, on voit à quel point ça réintroduit bien ce double stéréotype qui est que, en fait, dans les milieux queer et LGBTQIA+, il n'y a pas d'enfants. Ouais. Déjà, ce qui est faux. Et ensuite, cette idée que dans la famille mononucléaire hétérosexuelle, les enfants sont protégés, ce qui est faux. N'importe quoi, oui. La troisième et l'autre chose que je voulais dire, c'est que y a des choses qui marchent parce qu'effectivement, ils n'hésitent pas à taper directement en dessous de la ceinture, comme on dit en français. Mais aussi parce que ces personnes sont financées. Ces personnes, effectivement, ont du temps, mais ces personnes sont financées. Elles sont financées parfois par des milliardaires. En France, il y a des milliardaires, il y a Bolloré, il y a Sterrin qui financent des campagnes de désinformation, qui rachètent des médias, qui rachètent des écoles de journalisme, dans le cas de Bolloré. Et donc, il y a ça. Et... si on n'a pas de milliardaires d'extrême gauche ou de gauche qui financent la résistance finalement et justement le fait de se rendre stratégique et d'essayer de voir comment c'est possible de contrer ça face à des gens qui refusent de se remettre en question, parce que là j'ai envie de citer Qui a peur du genre de Judith Butler, qui résume vraiment très bien aussi toutes ces questions-là. Complètement. Et donc, elle dit la chose suivante, donc dans la traduction française, c'est un livre Qui a peur du genre, c'est un livre qu'elle a écrit suite à une tentative d'agression physique contre elle à Buenos Aires par des gens qui l'avaient brûlée en effigie parce qu'elle venait faire une conférence, donc on va quand même assez loin. Donc, elle disait, à propos des gens qui défendent la position dite anti-genre, si les défenseurs de la position anti-genre, ceux qui font du genre une idéologie, pensent qu'il faut se débarrasser du genre, du champ, du concept, de la réalité sociale, c'est précisément parce qu'ils ne lisent pas les travaux sur le sujet et refusent quelquefois, par principe, de se risquer à une forme de critique argumentée.
Leur anti-intellectualisme, leur défiance à l'égard du monde universitaire sont aussi un refus de s'engager dans le débat public. Ce qu'ils rejettent à titre de procédure académique n'est en réalité que la règle exigée en démocratie pour toute délibération publique informée. Le débat public informé devient absolument impossible quand certaines parties refusent de lire les textes soumis à la discussion. La lecture n'est pas qu'un luxe ou un passe-temps, c'est une condition a priori de toute vie démocratique, une des pratiques qui permettent au débat et au désaccord d'avoir un fondement et un but et d'être productif. Et merci à toi Manon d'ailleurs, qui est libraire à Tulitu à Bruxelles, parce que le travail que tu fais est tellement important. Et dans le cas de ce qui est arrivé au projet RAIN, c'est même pas qu'ils n'ont pas lu les textes, c'est qu'ils n'ont pas lu c'est même pas qu'ils n'ont pas lu des textes théoriques sur le genre, c'est qu'ils n'ont même pas lu l'appel à candidature des performeuses, c'est qu'ils n'ont même pas été regarder ce qu'il y avait vraiment dans le projet, mais par principe. Oui, carrément. Oui, c'est les réactionnaires. Oui. Réactionnaires et fascistes, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ça coupe pour... parce qu'à partir de... S'il y avait un engagement dans la réalité de votre projet, il pourrait y avoir une discussion. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas possible, en fait. Je crois que le truc clé pour elle, c'était que ça allait faire... Enfin, il allait avoir du sexe non simulé. Et c'est la terminaison que nous, on avait utilisée. Et c'est qu'elle s'imagine que ça ne peut être que exploiteur, en fait, je crois. Et je veux dire, quand il n'y a même pas possibilité de parler du sexe comme pas que un terrain d'exploitation, enfin, je vois pas comment on peut en discuter aussi. Enfin, je sais pas. Il y a un truc autour de... Enfin, l'idée du projet aussi, c'était évidemment qu'il y avait des personnes dans l'équipe qui étaient, ou dans le cast, qui avaient subi peut-être des violences sexuelles dans leur vie. Enfin, il y avait vraiment une idée de retravailler ce terrain-là collectivement et puis d'ouvrir des possibilités aussi de changer sa relation avec le corps, le sexe, les autres. Il y avait un peu une idée un peu utopique dans le projet aussi. Et je sais pas, on se questionnait sur si c'était possible en fait. Je crois vraiment. Et c'est ça qui est vraiment dommage, quoi. Enfin, il n'y a pas de conversation possible avec elle, je crois. Il y a une partie de moi qui aimerait bien m'asseoir à une table et peut-être parler clairement des choses. Mais on voit bien qu'elles ne sont pas intéressées par ça, quoi. Enfin... Mais du coup, dans le message que tu avais renvoyé après la présentation, tu revenais quand même sur l'idée, en tout cas quand tu t'adressais pour les personnes qui participent au workshop, au fait de ne pas baisser les bras dans la lutte et pas se laisser faire. Ce qui en même temps devient compliqué, je pense, parce que... Enfin... Parfois, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes financements et le même pouvoir, mais peut-être qu'on... reparler de ça aussi, de pourquoi, en fait, des fois... Parce que, en fait, vous avez aussi tout simplement suivi les conseils qu'on vous a donnés, c'est-à-dire de ne pas devenir public, de ne pas s'exprimer, et de vous taire et de pas vous défendre. Et c'est peut-être ça, en fait, que tu disais, où il y avait un regret de votre part avoir accepté ce deal et au final, voilà. Ouais, carrément. Et je sais pas si on aurait pu faire autrement. C'est vraiment pas clair pour moi s'il y avait une possibilité de stratégie autre, parce que tous les conseils qu'on a eus, c'était vraiment de pas... Parce que c'est une machine à reproduction. Enfin, je veux dire, c'est presque comme une imprimante qui s'arrête pas, quoi. Enfin, mais effectivement, je crois que être forcée à rester silencieuse, ça fait quelque chose psychologiquement aussi, je crois. Le fait de pas prendre la parole est terrible pour n'importe qui dans une situation similaire ou... Enfin, ouais, carrément. Mais du coup, là où on a quand même fait un travail énorme qui s'est passé du coup de façon privée, où on a fait un recueil de tous les articles de presse, de toutes les images, de tous les messages qu'on a reçus.
On a beaucoup parlé, organisé autour de ça. On a parlé avec d'autres artistes. On a essayé de monter des trucs. On a perdu un peu d'élan parfois. Et je pense qu'il y avait un espoir à un moment donné qu'on allait arriver à renverser la décision ou de faire marche arrière. Mais comme tu dis, les forces à ce moment-là étaient trop fortes et ça avait pris une ampleur politique tellement grande que c'était plus possible. On l'utilisait aussi comme like a weapon contre le parti indépendantiste au pouvoir aussi. Donc les autres partis politiques s'en servaient pour dire voilà où ça va quand vous faites des politiques de libéralisation du genre, quand vous êtes en partenariat avec les Verts, voilà ce qui se passe. On donne de l'argent à des projets porno. Enfin voilà. Donc il n'y avait pas de possibilité pour les politiciennes de faire marche arrière. Il n'y avait pas de possibilité pour Creative Scotland de faire marche arrière parce que ça allait... De toute façon, on a bien compris qu'eux, ils voulaient juste clôturer le truc le plus rapidement possible, quoi. Enfin, plus il y avait de nouvelles et plus ça allait mal pour eux. Et je pense que l'autre truc clé dans tout ça, c'est que si nous, on attaquait trop Creative Scotland, on ne serait plus jamais financé comme artiste. Et je pense qu'il y avait aussi une réalisation terrible de ça, quoi. Enfin, si tu veux continuer à faire ton travail, en quelque sorte, il a fallu accepter, prendre la défaite et essayer de retomber sur d'autres choses aussi. Enfin, ouais. Vous avez quand même réussi, si j'ai bien compris, à mettre Creative Scotland face à ces déclarations mensongères et à obtenir le rétablissement de la vérité sur le fait que Creative Scotland était bien au courant qu'il y aurait des actes sexuels explicites dans le projet. C'est... Oui, c'est sûr. C'est quelque chose. Hein. Mais je veux dire, les journaux, ils s'en fichaient. C'est ça qui était intéressant. C'est quand il y a eu cette enquête... et que les résultats montraient bien qu'ils savaient que ce qu'on faisait, qu'on était en dialogue quand même approfondi avec eux. Les mêmes médias n'étaient plus intéressés par l'histoire. Parce que l'histoire, c'était qu'il y avait du porno financé par l'État. L'histoire, c'était pas finalement que Creative Scotland avait menti. Ils n'étaient pas intéressés au même degré, quoi, enfin, sur le même ampleur. Donc, oui, je pense que ça a quand même permis à nous, de façon réputationnelle, d'être un peu sauvés dans le monde de l'art écossais, parce que ça a bien montré nous, on n'avait rien fait de mal, finalement, alors qu'on était accusés d'avoir, menti à cette organisation du financement. Donc ça c'est quelque chose, mais à une échelle plus grande, ça, je veux dire, ça n'a pas tellement changé grand chose. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Enfin, peut-être qu'il faut prendre un temps aussi de pause pour essayer de retrouver des stratégies pour relancer la chose, mais c'était pas possible dans le délai immédiat, quoi. Est-ce qu'il y a des organisations citoyennes de soutien aux médias indépendants en Écosse Ouais, alors il y a quelques journaux qui ont apparu dans les 2 dernières années qui essayent de se creuser une place dans ce paysage des médias un peu terrible. À l'échelle du Royaume-Uni, oui, beaucoup plus, mais je sais pas si c'est la même culture journalistique en France qu'au Royaume-Uni, mais un truc qu'on nous a dit beaucoup, même avec des journalistes qui étaient sympathiques à notre cause, c'est sans citation de Leonie, ils pouvaient rien publier. Que le protocole journalistique nécessiterait une citation de l'artiste metteuse en scène et que si elle voulait pas risquer ça, il pouvait rien écrire sur ce qui s'était passé.
Et je pense que c'est une démarche que je comprends, mais qui ne protège pas du tout l'individu, quoi. Enfin, elle a eu des journalistes à sa porte, quand même, qui ont trouvé son adresse. Enfin, je pense qu'elle s'est sentie pas suffisamment en sécurité pour prendre la parole. Et c'est ça ce qui était dommage aussi. Mais après, dans le monde universitaire, il y a eu des essais qui ont été écrits, des tentatives d'éclairer ce qui s'est passé, en fait. Mais plutôt dans ces domaines-là que dans les médias. Mais je pense que les journalistes pro-trans, par exemple, ont beaucoup de difficultés à faire publier leurs articles. Parce que même s'il y a des journalistes qui sont prises dans cette position-là, les éditeurs sont pas intéressés, quoi. Et je pense que c'est ça qui est compliqué aussi. Mais il y a quand même Novara Media au Royaume-Uni qui fait quand même preuve d'une force journalistique de plus en plus réputée et qui fait peur aussi aux médias traditionnels. Donc il y a moyen, quoi. Mais je pense que c'est aussi cette question de stratégie dont je parlais aussi dans ce message, c'était aussi des stratégies de solidarité avec des professionnels du monde légal aussi. Par exemple, dans ACT UP, ils ont toujours eu des membres qui faisaient partie d'autres milieux professionnels et qui donnaient des conseils sur comment s'y prendre sur ça, enfin, sur à plein de niveaux, je dirais. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire davantage, ou vraiment sur ça qu'il faut creuser. C'est ce truc de, ok, dans le secteur culturel, on a ces problèmes-là, comment on peut aussi créer des relations avec d'autres personnes qui peuvent être utiles à la cause, quoi. Enfin, je veux dire, ces solidarités existent déjà, donc on peut vraiment essayer de s'appuyer dessus davantage, je crois. J'en profite pour dire que Let the Record Show, qui est l'histoire orale d'ACT UP de Sarah Schumann, est traduit en français et va sortir en septembre 2026 aux éditions Libertalia. Mars 2026. Merci Manon. Je crois. C'est bien, d'être en binôme. Et aussi que il y a des vidéos qui parlent de ça dans l'exposition Magnan Rama. Oui, carrément. Et oui, et que on appelle toutes les célébrités qui ont des valeurs de gauche à soutenir les médias indépendants et les projets artistiques aussi. On va devoir s'arrêter, mais merci beaucoup. C'était vraiment chouette de parler avec vous. Je souhaite aussi remercier Peggy Pierrot, grâce à qui j'ai rencontré Manon, et David Boucher, grâce à qui Agnella a pu venir à la Villa Arson. Et voilà, parce que vraiment, je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Tout pareil. Ouais, carrément. Ça met un peu la pression. Hein. Ouais. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Vanina. Oui, merci. Radio Arson. Vive le Gouinistan.